tranquillement, pour ne pas les effrayer, car ce sont des types d'humains bien particuliers. Deux mecs, avec le visage en chiffon et l'âme en vrac. Une sorte de tornade qui leur descend dans le menton, une gifle du vent qui leur déforme les maxillaires, une bastonnade de la vie qui les dessine du bas au front. Une existence en plein fracas qui s'est inscrite sur leur visage de vieux. Vieux? Vieux, ça va? Elle va se calmer, la poétesse. Qu'est-ce qui te prend, nous, de traiter de vieux, là, en public, en plus? On t'a rien demandé, nous, hein? T'arrives là, avec tes petites feuilles et tes petits mots mis bout à bout. C'est pas très glorieux comme boulot. Et tu viens nous insulter de vieux, toi, avec ta petite lorgnette de gratte-papier? Je proteste. Vieux, c'est pas une insulte, hein. C'est un fait. Mais on n'est pas vieux, qu'il dit l'autre, avec des sourcils si épais qu'ils forment des couvertures au-dessus de ses yeux brutaux et sévères. Calme-toi, Apollo, lui dit l'ancien. On n'est pas vieux, rugit-il de nouveau, en tapant du poing sur la table collante du pub dans lequel ils se sont réfugiés. Et même si l'intérieur de ce lieu me semble cosy et chaleureux, avec son comptoir de bois, ses moquettes murales rouge-brun, ses petites alcôves lumineuses, ses poignées chromées d'où gicle la bière en pression, et les gouttes de pluie qui font la course les unes après les autres contre les vitres, formant des petites ribines en relief, pareilles à des centaines de cascades pour Lilliputien. Et même si la musique aux accents celtes m'arrive droit au cœur, eh bien ce type-là, il me crée comme un malaise. Je me recule un peu. Il a une voix de couteau, une voix qui m'impose une certaine exigence de posture. Je ne peux pas lui parler simplement. Il y a comme une demande dans cette voix. Mettre les formes, les codes, ne pas dépasser ni dans l'humour, ni dans le vocabulaire ce que lui peut comprendre avec son propre bagage culturel. Il y a dans l'air comme un complexe de classe. Il y a dans cette voix l'orgueil et la dignité de ceux qui savent qu'ils ne savent pas et qui ne trouvent pas nécessaire que les autres leur fassent remarquer. Je me tais donc, moi, devant ces deux photographies, un peu confuse, un peu idiote. À première vue, là, c'est moi qui ne sais pas faire non plus. Et même si dans ma valise de vie, on m'a glissé, bien plié, quelques outils d'adaptation sociale, mes grands pieds sont soudain bien serrés dans leurs petites chaussures de contrition systémique. Je le guette de plus près, pour essayer de le cerner. Son visage est en pointe, comme une épée, vous le voyez? Mais pas une épée de pirate ou de capitaine, non, non. Pas une épée d'empereur ou de d'Artagnan, non, non. Une épée des rues, une arme blanche, épaisse, mal aiguisée. Un truc pour faire peur, c'est qu'on dégaine devant l'ennemi, qu'on secoue à bout de bras bien devant nous pour chasser le danger, comme l'enfant chasse exagérément les mouches. Et dans ce menton meurtrier flotte une bouche lipue, quasi féminine, dégoulinant vers le bas, formant une moue coléreuse. Et d'où il sort ces mots. On n'est pas vieux, on n'est même pas encore à la retraite. L'autre le regarde amusé et il rétorque. Maintenant, mon pauvre Polo, ça veut plus trop rien dire. Hein. La retraite qui meurt avant de coûter à la société. Tiens, à la japonaise, je crois bien. Enfin, ça, c'est mon fiston qui me l'a raconté. Mais madame, oui, je me permets d'appuyer. Bien. On a le visage qu'on mérite, n'est-ce pas, petite bourgeoise? Nous, on se pavane pas en talons, mais on s'amarre sur les docks, à charrier les marchandises, des énormes conteneurs, à soulever sur nos transpalettes des machins grand-chose, et puis qu'on n'arrive pas à tenir dans nos mains, sur nos épaules, et même sur notre petit mètre 90. Et pourtant, on nous a toujours dit qu'on était des belles bêtes, dit Polo, en faisant tourner entre ses paluches de travailleurs son verre de Guinness, rudement mérité, après une journée pluvieuse, à courir sur le quai, dans les bruits de tôle, de cisaille, de fureur et de métal. Le plus ancien y reprend. C'est vachement lourd le poids des objets, des produits manufacturés, le poids de l'invention des hommes, cette fabrication d'inventions qui n'arrête jamais, comme un grand entonnoir dégulatoire. Nous, regarde-nous bien, on est au bout de l'entonnoir.
les mains ouvertes pour accueillir le vomi matérialiste mis en place par le système. Un vomi continu, qui nous accable, qui nous ritualise dans des parcours, aller du cul du bateau au hangar de stockage. Un vomi sans arrêt possible, un déversoir à objets en tout genre, qui semble pris dans un grand cycle infini. Et nous, petits bonhommes des docks, petits alcooliques de fin de journée, petits rouages de cette grande roue, parcours après parcours, année après année, on se tasse, on s'étouffe sous le poids de cette grande parade. Et il me tourne le dos, je me sens un peu bête. Il recommande le liquide brun irlandais qui leur réchauffe un peu l'âme. Il me regarde de nouveau. Mais bon, faut bien travailler pour vivre. Ils le disent ensemble, comme s'ils avaient pris ce petit mantra par cœur et qu'ils se le répétaient pour se convaincre. Polo, lui, jette un œil à l'immeuble d'en face. Au 3e étage, derrière une vitre agrémentée de rideaux vaporeux, Rita s'étire. Il est 18h et elle va commencer sa journée. Elle, c'est la nuit qu'elle travaille, dans les mêmes vapeurs de porc qui s'épicent de vices. Une autre forme d'exploitation, une autre épreuve du corps. Elle fait partie de la fourmilière des petites gens qui tracent leur chemin sur les quais de cette ville portuaire. Ces petites gens bien méprisées, obligées de briser leurs rêves. Ces rêves qui se retrouvent fragmentés, piétinés, formant l'enrobé du quai du port. Rita, en se drapant dans sa mini-jupe, pourrait me dire de la même façon « Mais bon, faut travailler pour vivre ». Polo profite de ces derniers instants où il peut espionner de son tabouret de bar Rita se préparant. Ça lui fend le cœur. Rita, il l'aime bien, mais il n'a jamais osé lui dire. Rita claque la porte de l'immeuble. Petite ville, brisée, saccadée, fragmentée et empilée, faite de métal, de rouille et de corrosion. Ce n'est pas le genre de matière que tu caresses. Ce n'est pas le genre de matière que tu fais glisser sous tes doigts à la recherche d'un peu de réassurance. Non, non, non. Au contraire, des tors-douleurs, des aiguilles de fourberie qui se nichent sous tes ongles et qui s'enfoncent là où ça fait mal. Des petits bouts de métal qui attaquent nos corps de douceur, qui nous transforment, nous aussi, petit à petit, en robots faiseurs de fonctionnement. Rita se nourrit nauséeuse de cette lumière crépusculaire qui se couche sur un 21e siècle industriel et numérique. Un 21e siècle conduit par la notion de consommation, guidé par la sacro-sainte croissance, avalé par l'économie de marché. Un 21e siècle qui ne sait que faire de ces tonnes de rebut, hypocritement embarrassés par des kilomètres de déchets industrieux, les entassant, les enterrant et les brûlant, émettant un petit carré de mouchoirs blancs sur l'Everest de surproduction astronomique et invendable. Rita, elle voit dans cet empilement de matériaux l'image d'un capot de voiture en accordéon venant se fracasser violemment contre le mur de l'apocalypse. Elle murmure, en claquant ses talons sur le trottoir pour conjurer le froid. « Chers enfants, bienvenue en dystopie. » Et c'est alors qu'il se passe quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui semble sortir de l'ordinaire et qui se cache derrière Rita.